Une seule phrase dans l'un des plus anciens livres de mathématiques détenait la clé pour comprendre notre univers. Les éléments d'Euclide ont été publiés dans plus d'éditions que tout autre livre à l'exception de la Bible. C'était le texte de référence en mathématiques pendant plus de 2000 ans. Mais pendant tout ce temps, les mathématiciens étaient sceptiques à propos d'une seule ligne qui semblait être une erreur. Finalement, certains des plus grands esprits de mathématiques ont réalisé que Euclide n'avait pas tort après tout. Mais il y en avait plus à dire dans l'histoire. De légères modifications à cette ligne ont ouvert de nouveaux univers étranges à partir de rien. Étonnamment, 80 ans plus tard, nous avons découvert que ces nouveaux univers étranges sont essentiels pour comprendre notre propre univers. Vers 300 avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Euclide entreprend un projet colossal pour résumer toutes les mathématiques connues à l'époque, pour essentiellement créer le seul livre qui contient tout ce que tout le monde sait sur les mathématiques. Mais ce n'est pas une tâche facile. Voyez, avant Euclide, il y avait un petit problème avec les mathématiques. Les gens prouvèrent des choses, mais ils tournaient simplement en rond. Pourquoi un triangle a-t-il 180 degrés? Parce que si vous prenez deux lignes parallèles, oui, mais pourquoi les lignes parallèles existent-elles? Vous pouvez faire un carré parce qu'il existe, mais pourquoi existe-t-il? Vous avez cette récursion infinie de quelle est la raison fondamentale pour laquelle quelque chose est vrai. C'est comme dans le dictionnaire où chaque mot est défini par d'autres mots. Comment arrivez-vous à la vérité fondamentale? Euclide a utilisé une solution initiée par les Grecs. Acceptons simplement quelques-unes des choses de base, les plus simples comme étant vraies. Ce sont nos postulats. Ensuite, sur la base de ces postulats, nous pouvons prouver des théorèmes, un à la fois, en construisant nos mathématiques à l'aide de la logique, de sorte que tant que ces premières déclarations sont vraies, alors tout ce qui en découle doit nécessairement être vrai. Il avait perfectionné la référence en matière de preuves mathématiques rigoureuses sur laquelle reposent toutes les mathématiques modernes. Euclide a utilisé cette méthode lorsqu'il a publié sa série de 13 livres appelée Les éléments, dans laquelle il a prouvé 465 théorèmes couvrant presque toutes les mathématiques connues à l'époque, y compris la géométrie et la théorie des nombres. Et tous ces théorèmes dépendaient de quelques définitions, de quelques notions communes et de 5 postulats. Commençons par le livre 1 qui débute avec des définitions. Il faut bien commencer quelque part. Et la définition est, un point est, une ligne est une longueur sans largeur, et les extrémités des lignes sont des points. Par ligne, il entend vraiment une courbe, et alors elle a des extrémités. Une ligne droite est une ligne qui se situe uniformément entre les points sur elle-même, et ainsi de suite. Il a 23 définitions, puis il a les 5 postulats. Les 4 premiers sont simples. Si vous avez 2 points, vous pouvez tracer une ligne droite entre eux. 2. Une ligne droite peut être étendue indéfiniment. 3. Avec un centre et un rayon, vous pouvez dessiner un cercle. Et le 4e est que tous les angles droits sont égaux entre eux. Mais le postulat 5 sort le grand jeu. Qui stipule que si une ligne droite tombant sur 2 lignes droites rend les angles intérieurs du même côté inférieurs à 2 angles droits, les 2 lignes droites, si prolongées indéfiniment, se rencontrent de ce côté, où se trouvent les angles inférieurs aux 2 angles droits. De quoi parle-t-il? C'est un postulat? Comme tous ceux-là sont la moitié d'une phrase, ils sont tous évidemment évidents. Puis arrive le 5, sorti de nulle part, comme un paragraphe entier. Que fait-il? Cela a rendu les mathématiciens prudents. Il semblait qu'Euclide avait fait une erreur. Le philosophe grec Proclus pensait que le postulat 5 devrait même être totalement éliminé des postulats, car c'est un théorème. Mais si c'est un théorème, nous devrions pouvoir le prouver à partir des 4 premiers postulats. C'est ce que beaucoup ont essayé. Certains, dont Ptolémée et Proclus, croyaient avoir réussi, mais en fait tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était simplement de reformuler le postulat 5 avec des mots différents. Voici une formulation. Si vous avez une ligne et un point qui n'est pas sur cette ligne, alors il existe une seule ligne unique qui sera parallèle à la première ligne. Ainsi, le 5e postulat est souvent nommé le postulat parallèle. Lorsque la méthode de preuve directe a échoué, d'autres mathématiciens, dont Al-Haytham et Omar Khayyam, ont essayé une approche différente, la preuve par contradiction.
L'idée est simple. Vous gardez les 4 premiers postulats identiques, mais supposez que le 5e postulat est faux. Ensuite, ces nouveaux postulats servent à prouver des théorèmes. Si cela mène à une contradiction, comme vrai égale à faux, alors votre nouveau 5e postulat doit être erroné. Par conséquent, la seule option restante serait que la version d'Euclide du 5e postulat est correcte, et vous auriez prouvé le 5e postulat. Si le 5e postulat était faux, à quoi ressemblerait-il? Eh bien, selon Euclide, à travers un point non situé sur une ligne, il ne pourrait y avoir qu'une seule ligne parallèle à la première. Une alternative est qu'aucune ligne parallèle ne peut être tracée à travers ce point. Les gens ont essayé cela et ont réalisé que les lignes devaient être de longueur finie. Et ils se disent, eh bien, cela ne peut pas être ça. Cette option a été écartée car elle contredit le 2e postulat stipulant que les lignes peuvent être prolongées indéfiniment. L'autre alternative est que vous pouvez tracer plus d'une ligne parallèle à travers un point qui n'est pas sur la première ligne. C'est donc ce qu'ils feraient. Ils supposeraient que le postulat 5 échoue. Et ils se disent, cela doit être faux. Ils n'ont pas pu trouver la contradiction. Ainsi, la preuve par contradiction a aussi échoué. Au total, les mathématiciens ont passé plus de 2000 ans à essayer de prouver le 5e postulat, mais tous ceux qui ont essayé ont échoué. Puis, vers 1820, János Bolyai, un étudiant de 17 ans, a commencé à passer ses jours et ses nuits à travailler sur le mystère. Son père s'est inquiété et il a écrit à son fils « Tu ne dois pas tenter cette approche des parallèles. Je connais cette voie jusqu'à la toute fin. J'ai traversé cette nuit sans fond qui a éteint toute lumière et joie dans ma vie. Je t'en supplie, laisse tomber la science des parallèles. Apprends de mon exemple. » Mais le jeune Bolyai n'a pas écouté son père. Il ne pouvait pas laisser la science des parallèles tranquille. Après des années de travail, il a réalisé que le 5e postulat pourrait ne pas être prouvable à partir des 4 autres. Il pourrait être totalement indépendant. Voyez, selon Euclide, vous ne pourriez avoir qu'une seule ligne parallèle passant par un point. Mais Bolyai a imaginé un monde où il pourrait y avoir plus d'une ligne parallèle passant par ce point. Mais comment? Qui a dit qu'il fallait une surface plane? Sur une surface qui est courbée comme celle-ci, vous pouvez dessiner plus d'une ligne qui est parallèle à la ligne originale. Attendez une seconde, ces lignes ne semblent pas droites. Les lignes droites sont spéciales car elles représentent le chemin le plus court entre 2 points. Sur cette surface, ces chemins les plus courts semblent courbés parce que la surface est courbée. Voici un exemple plus familier. Les avions essaient toujours de voler le chemin le plus court entre 2 villes. Ils volent essentiellement en ligne droite, mais cette ligne ne semble pas droite sur une carte car la surface est courbée. Ces chemins les plus courts sur des surfaces courbées sont appelés géodésiques. Donc toutes ces lignes sont droites, elles ne le semblent pas parce que le monde que Bolyai imaginait s'est avéré être courbé. Ceci est désormais connu comme la géométrie hyperbolique. Vous savez, quand je pensais au plan hyperbolique, je l'imaginais simplement comme une énorme selle, mais ce n'est pas vraiment ce que c'est. Le plan hyperbolique ressemble beaucoup plus à ce morceau de crochet. Donc, il commence assez plat même au milieu, mais à mesure que vous vous déplacez vers l'extérieur, de plus en plus de tissu est créé, et cela repousserait les lignes parallèles. Et plus vous allez loin, la quantité de tissu augmente de manière exponentielle, et cela finit par causer cet effet de froissement. Donc, si vous voulez vraiment réfléchir au plan hyperbolique, je pense que vous devez penser à des selles sur des selles sur des selles, comme si c'était un gâchis infiniment froissé. Mais ce petit morceau de crochet n'est pas le plan hyperbolique complet. Pour montrer cela, nous devons faire une carte, une qui adapte tout le plan dans un disque. Pour prouver que ça marche, on va remplir tout le plan avec ces triangles. En commençant par le milieu, tout comme avec le crochet, les choses semblent assez normales. Mais plus vous vous éloignez du centre, plus vous obtenez d'espace supplémentaire, vous pouvez donc insérer de plus en plus de triangles. Ils semblent plus petits, mais sont en fait de même taille. Le plan hyperbolique étant infini, vous pouvez ajouter des triangles à l'infini et ils tiendront tous sur le disque. Donc, plus vous vous rapprochez du bord, plus les triangles sembleront de plus en plus petits. Infiniment plus petits, sans fin, et vous ne pouvez jamais tout à fait atteindre le bord. C'est le modèle de disque de Poincaré. Ici, les lignes droites sont des arcs de cercle intersectant le disque à angle droit.
Et tout comme sur notre forme originale, une ligne droite au milieu semble droite, tandis que les lignes droites à côté semblent s'incurver. Ce qui est remarquable, c'est que Bolyai n'avait pas encore de modèle de géométrie hyperbolique. Il dessinait simplement des triangles euclidiens en supposant que le cinquième postulat d'Euclide ne s'appliquait pas. Et bien que Bolyai ait constaté que le comportement en géométrie hyperbolique est très différent de celui d'Euclide, mathématiquement cela semblait tout aussi cohérent. En 1823, le jeune János, âgé de 20 ans, a écrit à son père « J'ai découvert des choses si merveilleuses que j'en étais étonné. À partir de rien, j'ai créé un étrange nouvel univers. » Mais Bolyai ne se contentait pas de résoudre d'anciens mystères mathématiques. Dans la vingtaine, il a rejoint l'armée, où il a continué à développer deux de ses autres passions, jouer du violon et dueller. Il avait maîtrisé les deux, mais avec une épée en particulier, il était inégalé. Les nombreux talents de Bolyai l'ont rendu arrogant, ce qui lui a fait avoir du mal à accepter l'autorité de ses supérieurs. Cela le rendait difficile à vivre. Cela a atteint un sommet lorsqu'au cours de l'une de ses affectations, 13 officiers de cavalerie de sa garnison l'ont défié en duel. Bolyai a accepté leur défi à la condition qu'après chaque 2 duels, il puisse jouer un peu sur son violon. Bolyai les a tous combattus les uns après les autres, remportant les 13 duels et laissant tous ses adversaires sur la place. Bien que Bolyai aimait les duels, son premier amour était toujours les mathématiques. En 1832, 9 ans après avoir découvert son étrange nouvel univers, il a publié ses découvertes sous forme d'un appendice de 24 pages au manuel de son père. Extrêmement fier et excité par le travail de son fils, Farkas Bolyai l'a envoyé au peut-être le plus grand mathématicien de tous les temps, Carl Friedrich Gauss. Après un examen minutieux, Gauss a répondu quelques mois plus tard « Le louer reviendrait à me louer moi-même, car le contenu entier de l'œuvre coïncide presque exactement avec mes propres méditations qui ont occupé mon esprit pendant les 30 ou 35 dernières années. » Des années plus tôt, Gauss avait emprunté un chemin similaire. En 1824, il a écrit une lettre privée à l'un de ses amis dans laquelle il décrit la découverte d'une géométrie curieuse, une avec des théorèmes paradoxaux et, pour les non-initiés, absurdes. Par exemple, Gauss écrit « Les 3 angles d'un triangle deviennent aussi petits que l'on souhaite si seulement les côtés sont pris assez grands, pourtant l'aire du triangle ne peut jamais dépasser une limite définie. » En d'autres termes, vous pouvez avoir un triangle qui est infiniment long, mais l'aire est finie. Le modèle de disque de Poincaré permet de comprendre ce phénomène. Un petit triangle semble assez ordinaire, mais à mesure que vous l'agrandissez, les angles commencent à devenir de plus en plus petits. Finalement, tous ces angles tendent vers 0, car toutes ces lignes intersectent le disque à 90 degrés. Maintenant, ces lignes sont infiniment longues, mais à cause de la géométrie, la surface est finie. Dans la même lettre privée, Gauss a écrit « Tous mes efforts pour découvrir une contradiction et une incohérence dans cette géométrie non euclidienne ont été sans succès. » Tout comme Bolyai, Gauss avait constaté que cette géométrie semblait parfaitement cohérente. Il l'a nommée géométrie non euclidienne, un nom qui est resté. Elle décrit des géométries respectant les 4 premiers postulats d'Euclide, mais pas le 5e. Mais Gauss a décidé de ne pas publier ses découvertes par peur du ridicule. Cette aversion pour un autre type de géométrie devrait au moins être un peu surprenante, car il y a une autre géométrie avec laquelle nous devrions être très familiers, la géométrie sphérique, puisque nous vivons tous sur une sphère. Les lignes droites sont des segments de grands cercles sur une sphère. Ce sont les cercles avec la circonférence maximale. Sur Terre, l'équateur et les cercles de longitude sont des exemples de grands cercles, et nous pouvons utiliser cela pour voir comment se comportent les lignes droites. Ces lignes semblent aller dans la même direction, mais en les prolongeant, on constate qu'elles se croisent une fois, puis à nouveau de l'autre côté de la Terre. Et cela se produira toujours pour n'importe quels 2 grands cercles, car ils doivent chacun avoir la plus grande circonférence possible, donc sur une sphère, il n'y a pas de ligne parallèle. Gauss a longtemps été fasciné par la géométrie sphérique. Il était aussi géodésiste, mesurant fréquemment la Terre.
Dans les années 1820, il a été chargé de faire le lever du royaume de Hanovre pour aider à faire une carte. Pour son enquête, il a escaladé les montagnes près de Göttingen. Avec l'aide de personnes situées sur d'autres points de repère, ils ont pu mesurer soigneusement les angles de plusieurs triangles qui seraient ensuite utilisés pour déterminer la position d'un endroit par rapport à un autre. Comme référence pour l'enquête et pour aider à déterminer la rondeur de la Terre, ils ont également mesuré précisément les angles d'un grand triangle formé par 3 montagnes. Mais malgré toutes les idées romantiques de Gauss sur la prise de mesures au sommet des montagnes, il n'était pas le correspondant le plus aimable. Lorsque Bolyai a reçu la réponse de son héros, il a été dévasté, croyant que Gauss essayait de le saper et de voler ses idées. Il a été tellement amer par la réponse de Gauss qu'il n'a plus jamais publié. En 1848, Bolyai a dû endurer une autre épreuve lorsqu'il a découvert que le mathématicien russe Nikolai Lobachevsky avait découvert indépendamment la géométrie non euclidienne plusieurs années avant que Bolyai n'ait publié son annexe de 24 pages. Lorsque Bolyai est décédé en 1860, il a laissé derrière lui 20 000 pages de manuscrits mathématiques non publiés. Il ne saurait pas que Gauss avait découvert indépendamment la géométrie non euclidienne, ni qu'après avoir reçu l'annexe Gauss, avait écrit à un ami « Je considère ce jeune géomètre, Bolyai, comme un génie de premier ordre. » Malgré l'amertume de Bolyai, les géométries non euclidiennes ont poursuivi leur essor. Jusqu'en 1854, la géométrie sphérique n'était pas vraiment considérée comme une géométrie non euclidienne. C'est parce que, sur une sphère, les lignes ne peuvent pas être prolongées indéfiniment. C'est sur quoi les mathématiciens précédents avaient trébuché et donc rejeté cette géométrie, puisque le deuxième postulat d'Euclide ne tiendrait pas. Mais en 1854, Riemann a modifié le deuxième postulat d'une extension infinie à quelque chose qui est, je cite, « sans limite », de sorte que le deuxième postulat tient toujours sur une sphère. Avec ce changement, la géométrie sphérique est devenue une autre géométrie non euclidienne valide. En utilisant les 4 postulats généralisés et en prenant le 5e comme s'il n'y avait pas de ligne parallèle, vous pouvez maintenant dériver une géométrie sphérique ou elliptique. Considéreriez-vous le 5e postulat comme une erreur? Aurait-il mieux valu qu'il ne l'écrive jamais? S'il n'avait jamais écrit cela, il aurait freiné sa géométrie car il n'aurait pas pu prouver beaucoup de choses qu'il prétendait avoir. C'est magnifique qu'il ait écrit cela. C'est magnifique que les gens aient passé 2000 ans à essayer de le réfuter pour découvrir qu'en fait, il avait raison d'écrire cela en premier lieu. Donc bien qu'Euclide ait eu raison d'écrire le 5e postulat, il a fait une autre erreur. Voici donc le problème avec ce qu'Euclide faisait. Définition 1. Un point est ce qui n'a aucune partie. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une partie? Qu'est-ce qu'une partie? Qu'est-ce que veut dire ne pas avoir de partie? Une ligne est une longueur sans largeur. Qu'est-ce que veut dire avoir de la largeur? Se coucher uniformément en lui-même, dans les points sur lui-même? De quoi diable parle-t-il? Nous avons lu cela il y a 2 minutes, et nous étions d'accord, comme si cela avait tout à fait du sens. Que dites-vous? C'est tous des absurdités. Ne me donne pas une définition qui va avoir une récursion infinie. Si tu me donnes une définition en termes d'autres choses, alors tu dois me dire ce que sont ces choses. Si tu me dis ce que c'est, tu dois me dire ce qu'est la chose avant cela. Les définitions sont-elles une mauvaise idée? Tu ne devrais pas avoir de définition. Tu devrais avoir des termes non définis. Je ne vais pas te dire ce qu'est un avion. Je ne vais pas te dire ce qu'est une ligne. Tout ce que je vais te dire, ce sont les postulats qu'ils sont supposés satisfaire. Ce sont les relations entre les objets qui sont importantes, pas les définitions des objets. Et une fois que vous libérez votre esprit à cette possibilité, tout à coup, vous réalisez qu'il y a un monde géométrique parfaitement bon, dans lequel par ligne, vous entendez grand cercle, et par plan, vous entendez sphère, et par point, vous entendez un point sur une sphère. Et alors, 4 de ces axiomes sont satisfaits, mais pas le 5e, et il y a aussi un autre modèle, quelque chose appelé un modèle de disque pour l'espace hyperbolique, où le disque est le plan. Par ligne droite, j'entends des arcs de cercles orthogonaux au disque, où les points se situent à l'intérieur du disque qui représente le plan. La géométrie peut être considérée comme un jeu. Les 4 premiers postulats sont comme les règles minimales requises pour jouer à ce jeu, et ensuite, le 5e postulat sélectionne le monde dans lequel vous allez jouer. Si vous choisissez qu'il n'y a pas de parallèle, vous jouez en géométrie sphérique.
En choisissant une ligne parallèle, vous travaillez en géométrie plane. Et si vous optez pour plus d'une ligne parallèle, alors vous jouez en géométrie hyperbolique. Mais Riemann a décidé d'aller encore plus loin. Au lieu de choisir un seul monde dans lequel jouer, pourquoi ne pas tous les combiner en un seul? Lors de son discours inaugural en 1854, il a posé les bases d'une géométrie où la courbure pourrait varier d'un endroit à l'autre. Une partie pourrait être plate, une autre légèrement courbée, et une autre avec une courbure très prononcée. Et cette géométrie ne serait pas limitée au plan bidimensionnel non plus. Elle pourrait être étendue à 3 dimensions ou plus. Une autre percée a eu lieu en 1868 lorsque Eugenio Beltrami a prouvé de manière indubitable que la géométrie hyperbolique et sphérique était tout aussi cohérente que la géométrie plane d'Euclide. C'est-à-dire, s'il y avait des incohérences dans la géométrie hyperbolique ou sphérique, alors elles devaient également être présentes dans la géométrie plane d'Euclide. Les perspectives pour ces nouvelles géométries étaient prometteuses, et il s'avère que ce n'était que le début. En 1905, Einstein a proposé la théorie spéciale de la relativité basée sur 2 postulats. 1. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Et 2. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs inertiels. Donc, en conséquence, l'espace et le temps doivent être relatifs. Mais cela a créé un problème pour la gravité newtonienne, car selon Newton, la force de gravité est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les 2 objets. Mais dans la relativité restreinte d'Einstein, cette distance n'est plus bien définie. Dans quel cadre de référence mesurons-nous? Et donc Einstein a dû trouver un moyen de concilier la relativité et la gravité. En 1907, Einstein a eu l'idée la plus brillante de sa vie. Il a imaginé un homme tombant du toit d'une maison. Et ce qui rendait Einstein si joyeux, c'est qu'il a réalisé que pendant que l'homme tombait, il se sentirait absolument sans poids. Et s'il lâchait un objet, il resterait simplement en mouvement uniforme par rapport à lui. Ce serait comme être dans l'espace, loin de toute masse, flottant dans un vaisseau spatial à vitesse constante. Et c'est un observateur inerte. Maintenant, voici la grande percée. Einstein a réalisé qu'ils ne sont pas seulement similaires, ils sont identiques, car il n'y a aucune expérience que vous pourriez faire pour déterminer si vous êtes en chute libre dans un champ gravitationnel uniforme ou si vous êtes dans l'espace profond, loin de tout objet massif. Et donc, l'homme en chute libre doit aussi être un observateur inerte, ce qui signifie qu'il n'accélère pas et qu'il ne ressent aucune force de gravité. Si la gravité n'est pas une force, comment expliquer l'orbite de la station spatiale autour de la Terre? Ne devrait-elle pas simplement s'envoler en ligne droite? Les astronautes dans la station spatiale se sentent en apesanteur. C'est la clé. On a l'impression qu'ils voyagent à une vitesse constante en ligne droite. On a cette impression parce que c'est précisément ce qu'ils font. Ils voyagent en ligne droite. Comment une ligne droite peut-elle sembler courbée pour un observateur distant? La réponse est parce que l'espace-temps sur lequel se trouve cette ligne droite est courbé. Les objets massifs courbent l'espace-temps, et les objets se déplaçant à travers un espace-temps courbé suivront la géodésique, le chemin le plus court à travers cette géométrie courbée. Donc, bien que les astronautes dans la station spatiale suivent une ligne droite, elle semble courbée à un observateur distant parce que la Terre courbe l'espace-temps autour d'elle. Le comportement des lignes droites dans les géométries courbées est donc essentiel pour comprendre l'univers dans lequel nous vivons, et dans les plus de 100 ans depuis sa publication, la théorie générale de la relativité a connu un succès remarquable. En 2014, les astronomes ont brièvement observé une supernova, la mort violente et extrêmement lumineuse d'une étoile. En fait, ils ont vu exactement la même supernova à 4 endroits différents. Comment? Eh bien, entre la supernova et la Terre, il y avait une galaxie massive qui a courbé l'espace-temps. La lumière de la supernova, se propageant dans toutes les directions, avait donc plusieurs chemins pour atteindre la Terre. Et 4 d'entre eux ont atteint la Terre à peu près au même moment. La galaxie avait fonctionné comme une énorme lentille gravitationnelle. Les astronomes ont réalisé que d'autres galaxies dans l'amas pourraient également faire office de lentille pour la lumière de cette supernova, mais avec des longueurs de trajet et des potentiels gravitationnels différents, donc la lumière atteindrait la Terre à des moments différents.
Après une modélisation soigneuse, ils ont prédit qu'ils devraient voir une rediffusion de cette supernova juste 1 an plus tard. Et le 11 décembre 2015, comme prévu, ils ont vu la même supernova une fois de plus. En plus de pouvoir observer les effets de l'espace-temps courbé, nous pouvons maintenant même mesurer les ondulations de l'espace-temps lui-même, les ondes gravitationnelles formées par des événements cosmiques lointains comme la fusion de trous noirs. Et selon une récente enquête de Nanograph, le tissu de l'espace-temps semble bourdonner des vestiges de grands événements cosmiques. Au cours des 100 ans depuis la publication de la relativité générale, d'innombrables découvertes ont soutenu ces prédictions, et au cœur même de celles-ci se trouvent les géométries courbées de Bolyai et Riemann. Jusqu'à présent, tous les effets examinés sont des distorsions locales de l'espace-temps. Quelle est la forme de l'univers entier? Les différences entre les géométries permettent également de le découvrir. En géométrie plate, nous nous attendons à ce que tous les angles d'un triangle s'additionnent à 180 degrés, sans faute. Mais en géométrie sphérique, les angles ne s'additionnent pas à 180 degrés, mais à plus. En géométrie hyperbolique aussi, la somme des angles est inférieure à 180 degrés. Donc, pour déterminer la forme de l'univers, il suffit de mesurer les angles d'un triangle. Et mesurer un triangle est précisément ce que Gauss faisait il y a 200 ans. Cela a amené certains à penser qu'il tentait en fait de mesurer la courbure de l'espace lui-même. L'angle qu'il a trouvé était de 180 degrés en tenant compte de la marge d'erreur d'observation. Mais cela ne devrait pas être très surprenant. Prenez ce ballon, par exemple, qui approxime une sphère. Si je dessine un petit triangle sur une surface plane, les angles à l'intérieur du triangle s'additionneront à environ 180 degrés. Ce n'est que si je rends le triangle suffisamment grand que les effets de la courbure entreront en jeu, et alors les angles dans le triangle s'additionneront à plus de 180 degrés, et c'était le problème avec l'expérience de Gauss. Même s'il essayait de mesurer la courbure de l'espace lui-même, pour laquelle il n'y a aucune preuve solide, le triangle qu'il a mesuré aurait été bien trop petit par rapport à la taille de l'univers. Pour surmonter le problème d'échelle de Gauss, il faut agrandir les triangles formés entre les montagnes au maximum possible. Et comme regarder de plus en plus loin revient à regarder de plus en plus loin dans le temps, nous devons regarder aussi loin que possible jusqu'à la toute première lumière que nous pouvons voir, le fond diffus cosmologique, une image de l'époque où l'univers n'avait que 380 000 ans. Bien que le fond diffus cosmologique soit presque totalement uniforme, il y a quelques endroits qui sont légèrement plus chauds ou plus froids. Maintenant, nous savons à quelle distance se trouve le fond diffus cosmologique, donc si nous pouvons déterminer quelle est la taille d'un tel point, nous pouvons alors tracer un triangle cosmique. On pense que les premières variations de densité et de température proviennent de fluctuations quantiques dans l'univers très primitif, qui ont ensuite été amplifiées lorsque l'univers s'est étendu. Mais en raison de cette expansion rapide, toutes les régions n'étaient pas en contact causal les unes avec les autres. Ainsi, en utilisant les informations que nous avons sur l'évolution de l'univers primitif, les astronomes peuvent prédire à quelle fréquence des taches de différentes tailles devraient apparaître dans le fond diffus cosmologique. C'est ce que montre ce spectre de puissance, essentiellement un histogramme de la fréquence à laquelle chaque taille de tache devrait se produire si l'univers est plat. Nous avons donc maintenant quelque chose à comparer à notre mesure. Si l'univers est plat, l'angle mesuré dans le ciel devrait correspondre à celui attendu. Mais si l'univers est courbé comme une sphère, les angles du triangle devraient s'additionner à plus de 180 degrés, donc l'angle que nous mesurerions serait plus grand que prévu, et ce pic se déplacerait vers la gauche. De même, si l'univers a une géométrie hyperbolique, alors les points devraient apparaître plus petits que prévu, et ce pic se déplacerait vers la droite. Alors, qu'avons-nous mesuré? Les données de la mission Planck correspondent quasiment parfaitement à ce qui serait attendu pour un univers plat. Cette mission nous donne également la meilleure estimation actuelle de la courbure de l'univers, qui est de 0,0007. Plus ou moins 0,0019. Donc, c'est essentiellement 0 dans la marge d'erreur. Donc, nous sommes assez certains que l'univers dans lequel nous vivons est plat. Mais vivre dans un univers plat semble être remarquablement fortuit.
La densité d'énergie massique moyenne actuelle équivaut à environ 6 atomes d'hydrogène par mètre cube. Si en moyenne il y avait juste un atome d'hydrogène de plus, l'univers aurait été plus courbé sphériquement. S'il y en avait juste un de moins, la courbure serait une géométrie hyperbolique. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de pourquoi l'univers a la densité d'énergie massique qu'il a. Nous savons que la relativité générale est l'une de nos meilleures théories physiques décrivant la réalité. Et au cœur même de celle-ci se trouvent ces géométries paradoxales et apparemment absurdes que nous avons découvertes parce que les mathématiciens ont passé plus de 2000 ans à réfléchir à une seule phrase du texte mathématique le plus célèbre du monde.